Eh bien voilà, donc je continue ma petite avancée dans cet ouvrage des fragments choisis de Friedrich Nietzsche par Henri Lichtenberger, dans la partie qu'il consacre à Ecce Homo. Et dans Ecce Homo, c'est Nietzsche peint par lui-même. Et d'après la lecture que j'ai de cette petite partie, une chose m'a paru tout à fait évidente, c'est que Nietzsche, à mon sens, était euh, configuré, son esprit était configuré sous la forme de l'autiste haut potentiel, de l'autiste Asperger. Euh, le profil atypique, ce qu'on appelle les profils atypiques, ou double euh, exceptionnalité. Déjà parce que sa sensibilité, par exemple, aux odeurs dont il parle, est une des caractéristiques. Son goût pour l'isolement, pour la solitude, son besoin de solitude en réalité aussi. Puis sa façon de concevoir les choses de façon tout à fait atypique pour l'époque, hein. Voilà. Donc je vais continuer un tout petit peu de lecture et puis je commente. Oserais-je encore citer un trait de ma nature qui me crée de sérieuses difficultés dans mon commerce avec les hommes? Je suis doué d'une impressionnabilité absolument inquiétante du sens de la propreté, si bien que le voisinage de chaque âme ou, comment dirais-je, son intérieur, ses entrailles, est par moi physiologiquement perçu, flairé, flairé, grâce à cette impressionnabilité. J'ai comme des antennes psychologiques à l'aide desquelles je puis tâter et palper toutes sortes de mystères, toute la pourriture cachée qui croupit au fond de mainte nature, tirant peut-être son origine de quelques vices du sang, mais dissimulée par l'éducation, se révèle à moi presque au premier contact. Si mes observations sont exactes, ces natures qui offusquent mon sens de la propreté remarquent aussi de leur côté les précautions que prend à leur endroit mon dégoût. Elles n'en deviennent pas pour cela mieux odorantes. C'est une coutume invariable chez moi. L'absolue pureté en moi et autour de moi m'est une nécessité vitale. Je meurs dans des conditions d'existence douteuses. Je nage, je baigne, je barbote en quelque sorte constamment dans l'eau claire, dans quelque élément parfaitement limpide et brillant. Et c'est pourquoi le commerce des hommes met ma patience à une rude épreuve. Mon humanité ne consiste pas à sentir, à sympathiser avec mon prochain, mais bien à supporter que je le sente près de moi. Toujours cette question d'odeur. Mon humanité est une perpétuelle victoire sur moi-même. Voilà. Alors cette humanité qui est une perpétuelle victoire sur lui-même, c'est tout à fait, c'est quelque chose de, voilà, le fait d'être l'humanité, son humanité, ce qu'il appelle son humanité, en fait, c'est sa façon de pouvoir communiquer, de pouvoir euh, interférer avec les interférer avec les autres, interagir avec les autres êtres humains, donc être en quelque sorte sociable. C'est une épreuve de force pour Nietzsche. Et à mon sens, il a toutes les caractéristiques de l'autiste Asperger, des difficultés terribles à communiquer, à être en relation. En fait, son petit cercle d'amis
est extrêmement réduit. Voilà, il se compose de quelques personnes qui sont vraiment des personnes, on va dire, vraiment, comme on dit, fidèles. Il y a une fidélité. C'est clair qu'une fois qu'on a compris le personnage, déjà il faut pouvoir apprécier les atypiques, et je connais bien le problème puisque globalement je suis sous cette configuration autiste, Asperger, autiste, voilà, les quelques tests que j'ai faits m'ont conduit à penser que je suis dans cette configuration-là. Et effectivement, j'ai cette hypersensibilité aux odeurs, cette hypersensibilité au bruit. Alors, je ne sais pas s'il en parle dans son œuvre, Nietzsche, mais il y a cette hypersensibilité aux odeurs, c'est clair, cette hypersensibilité au bruit et cette difficulté d'établir des relations durables avec les êtres humains, de se faire comprendre, qu'on comprenne la façon dont nous pensons. Et c'est extrêmement compliqué. Et voilà, ça serait intéressant de bien comprendre les relations qu'il a eues, les amis qu'il a eus, Ray, etc., Lou Andrea Salomé, et les difficultés qu'ils ont rencontrées à rester avec lui et à pouvoir le soutenir correctement. Voilà. Et donc, cette particularité, cette difficulté, le problème c'est qu'il n'a pas eu l'occasion de le comprendre, parce qu'à l'époque cette particularité n'était pas connue. La psychologie n'avait pas encore vraiment détecté ce problème de l'autisme. Je ne sais pas, il me semble, si mes souvenirs sont exacts, Asperger, qui serait un des premiers à avoir étudié ces cas ces particularités psychiques, ces fonctionnements psychiques, étaient aux alentours de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il y a un problème avec lui. Apparemment, il était favorable au régime nazi, et je me demande s'il n'avait pas l'intention de s'en prendre en fait aux autistes. Je pense qu'il les rangeait du côté des handicapés, bon, ce qui se pratique actuellement, c'est considéré comme un handicap, tout simplement parce que on est inadapté au monde. Enfin, disons qu'il faut faire des efforts considérables, il faut utiliser des stratégies incroyables pour s'adapter au monde tel qu'il est en réalité. Et alors que si l'humanité veut évoluer vers la paix universelle, vers la sensibilité, vers une autre, elle aurait intérêt à faire une place correcte à tous ceux qui amènent une sorte de différence, de pensée différente. Voilà, à l'humanité. Par exemple, le travail de Nietzsche, à mon sens, qui décline de l'autisme Asperger, son travail, à mon sens, est énorme pour l'évolution de l'humanité. Le nombre de personnes d'esprit qu'il a impacté, qu'il a éclairé, à qui il a ouvert des espaces pour pouvoir
trouver des sens, même si malheureusement le fait qu'il n'ait pas reconnu son autisme et donc son hypersensibilité en fait, qu'il ait voulu la masquer d'une manière ou d'une autre, fait qu'il ne pouvait pas servir clairement ce qui était un peu ses semblables, les autistes, parce qu'en réalité, à mon sens, pour l'autisme, la clé, c'est de prendre conscience de ses spécificités, de prendre conscience de cette diversité et de l'accepter en fait. Et donc voilà. Bon, en tout cas, on va continuer dans cette lancée. Là, je vais arrêter. Et on est à combien? Ouais, 10 minutes, 11 minutes. Voilà, alors je pense que ça va. Donc, si vous pensez que c'est cette façon de voir les choses un peu atypique, alors cette vidéo, elle est liée à mon site mécaniqueuniverselle.net que vous trouvez sur internet et sur lequel, et il y a d'ailleurs sous chaque vidéo en général il y a l'adresse du site, et sur mon site j'essaie d'étudier, de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous allons vers la paix universelle, la fraternité, l'amour absolu, l'extase. Voilà, alors ça prendra encore quelques siècles d'évolution, mais par rapport au temps d'évolution que nous avons passé, ça fait 300 000 ans de plus que nous nous sommes organisés en humanité, en somme, après nous être séparés des primates naturels, nos cousins. Eh bien, depuis, on a fait la plus grande partie du chemin. Et avec l'accélération du progrès lié au fait que notre conscience, c'est la conscience de l'humanité s'est développée, la population s'est développée, le progrès s'est développé et s'entraîne s'entraîne globalement à progresser, quoi. Et donc on est dans un principe d'accélération. Et là on voit par exemple que l'humanité vient de prendre conscience de l'importance de travailler sur l'écologie. Et bon, là, sans parler du nombre hallucinant de gens qui réfléchissent sur dans l'humanité aujourd'hui, ou qui travaillent à améliorer je vois pas pourquoi je crie alors que j'ai l'oreillette. Voilà, ça c'est encore une des conséquences de la difficulté de réfléchir posément, de me concentrer. Voilà. Et donc nous avons pris conscience de l'importance de travailler l'écologie. Et là, sur les 8 milliards d'êtres humains, certainement 6 milliards sont conscients, 6-7 milliards sont conscients de ce problème. Et peut-être 1 milliard travaillent clairement pour l'écologie, travaillent d'une manière ou d'une autre, agissent pour l'écologie. Donc déjà dans la conscience humaine, c'est là. Et on a vu que l'humanité, si elle veut se mobiliser fortement et urgemment face à un problème comme avec le Covid, eh ben, nous sommes devenus totalement aptes à fonctionner universellement. On vient de le prouver, on vient de le démontrer.
Alors là, il va falloir passer l'étape de la bagarre entre les deux gros pôles dominants, entre le pôle chinois et le pôle occidental, qui sont d'un côté pour l'hégémonie et de l'autre pour le partage du leadership. Il va falloir encore attendre, peut-être ça va prendre une dizaine d'années, mais grand maximum, pour que les cartes se dessinent. Et à mon sens, elles vont se dessiner en faveur du partage du leadership, d'un partage mondial du leadership où tout le monde il n'y aura plus un gendarme du monde comme ça se fait depuis 40 ans avec l'Amérique en tête comme gendarme et puis l'OTAN derrière comme son protecteur, quoi. Et on a vu que il s'est très mal comporté, ce gendarme. C'est pas un gendarme fiable, donc l'humanité, elle écarte ce qui n'est pas fiable. Alors soit il devient fiable et il peut garder son leadership, chose dont je doute fortement, soit il sera débordé par l'évolution de l'humanité. L'évolution de l'humanité dépasse tout ce qui le gêne, tout ce qui, voilà, dans les paliers d'évolution, c'est des paliers d'évolution que l'humanité doit prendre, et à chaque fois, même s'il y a des freins, n'importe quoi, c'est dépassé. Quand l'Église freinait contre Galilée, oui, elle a freiné quelques décennies, mais l'humanité est passée par-dessus l'Église et a validé le travail de Galilée. Plus tard, elle a validé le travail de Darwin. Quand l'Église s'opposait à la laïcité, elle a été débordée. Quand la royauté s'opposait au changement de régime, elle a été renversée, ça a été la Révolution française, etc., etc. Donc l'humanité, c'est un grand fleuve qui ne s'arrête pas à ce genre de principe. Là, c'est clair que le système d'un dominant sur l'humanité, un dominant injuste, qui protège ses amis, les États-Unis protègent leurs amis. S'ils étaient vraiment universels, ils auraient été conservés, je pense. Mais en fait, ils ont maltraité certaines populations, protégé leurs copains, etc. Tout ça, c'est impossible maintenant à supporter avec les médias qui ont ouvert les consciences, etc. Donc là, forcément, le système, à mon sens, sera dépassé. On ira vers un partage du leadership. Voilà. Alors tous ceux qui soutiennent la guerre et en fait ce qui voudrait dire la victoire de l'OTAN, et l'OTAN, à mon sens, moi je militerai pas pour ça en tout cas. Je militerai pas pour cette victoire-là. Voilà. Et je militerai pas pour la victoire de l'autre côté, je militerai pour une prise de conscience et un système où l'Occident prend véritablement conscience de tout ça, de notre évolution, du sens de l'évolution, et qui disent c'est bon, on arrête nos trucs, on arrête la progression, de mettre la pression à la Russie, à la Chine, etc. Voilà, d'être dans un principe comme ça, d'aller se mettre à la frontière, de vraiment faire chier, quoi. En gros, on arrête ce type d'évolution et on part sur quelque chose avec l'ONU comme référence et on avance dans ce sens-là. Et à mon sens, c'est ce qui va se passer. Mais bon, peut-être qu'il faudra que la guerre aille au bout et au bout de la catastrophe, quoi.
Voilà, merci de votre écoute. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, et etc., etc.